On apprenait cette fin de semaine que 98% des lacs au Québec ne sont pas accessibles. Avec le temps, on a décidé de privatiser. Avec le temps, ceux qui ont les moyens, souvent, ont accès au bord de l'eau. Les autres, c'est plutôt compliqué. Certains veulent aller pêcher, doivent aller en Ontario, au Nouveau-Brunswick, où là, c'est pas mal plus facile. Peut-être même aux États-Unis, parce que chez nous, on a des lacs à n'en plus finir, là. C'est des milliers, 500 000 lacs, 4 500 rivières. On a un des territoires les plus riches pour les lacs et les rivières, mais on n'est pas capable d'y avoir accès. Le Journal de Montréal a fait un gros dossier là-dessus, sur l'état des lacs aussi. Plusieurs sont en mauvaise condition, mais on apprenait également en saison régulière avec Mario Dumont, entre autres, que souvent, on ne fait pas les tests d'eau, point barre, juste parce que c'est compliqué, juste parce que si on veut autoriser la pêche, par exemple, pour les particuliers, plutôt que ce soit de la pêche commerciale, de faire les tests d'eau, ça coûte cher. Donc, on décide de ne pas les faire. Donc, ça génère des enjeux. Faut dire qu'on est en pleine vacances de la construction, d'avoir des lacs et des rivières alors qu'il fait chaud, alors qu'on veut découvrir le territoire du Québec. Le fait que ce soit pas accessible, c'est ironique. On essaie de dire restez chez nous, gaspillez votre dollar vacances chez nous, mais on donne pas accès aux installations. C'est pas tout le monde qui a l'argent pour une piscine. Les piscines publiques sont pas toujours ouvertes non plus. D'avoir lac et rivière, je veux dire, c'est à notre portée, c'est là. Et quand on y a accès, plusieurs vont nous dire c'est excessivement cher. Juste mettre un bateau sur l'eau, si on a les moyens ou si on veut en gang avoir le bateau, l'accès, c'est un 300 $ en partant juste pour mettre le bateau à l'eau. D'avoir accès juste comme particulier, tu veux te baigner, là aussi, c'est encore des coûts. Pourtant, je veux dire, les cours d'eau sont là, sont dans le cours en arrière. Mais non seulement ça coûte cher, mais c'est très, très difficile d'accès. C'est assez particulier, je trouve, à ce temps-ci de l'année. Sébastien, l'état, toi, des cours d'eau t'a fait réagir aussi, parce que moi, je trouve que c'est inacceptable, 98%, mais c'est vrai que l'état de nos cours d'eau aussi laisse à désirer. J'ai lu ça dans le journal en fin de semaine, mais avec une carte interactive, c'est terrible. Est-ce que tu as été faire un tour là-dessus? Oui. T'es-tu amusé? J'adore faire ça. Chaque année, ils le font, ils répertorient ces fameux cours d'eau. Il y a du vert, c'est beau. Quand c'est vert, c'est beau, mais il y a beaucoup de rouge. Beaucoup de rouge. Et je me dis, l'accès, si on ne donne pas accès, on va garder nos lacs. Si on donne accès, est-ce qu'on peut les nettoyer? Mais ça, c'est un bon point. Parce que semblerait, puis on aura notre expert dans les prochaines secondes, mais semblerait que quand les algues, les mauvaises algues s'installent, c'est difficile de les enlever. Par contre, on peut pas sauver ça? On va poser la question. Sauf que je trouve qu'il y a une responsabilité quand même d'installer des stations pour qu'on puisse désinfecter notre matériel. Parce que souvent, je vais par exemple au bassin Chambly. Je vais faire du paddleboard, mais il n'y a pas rien pour m'aider à le nettoyer ensuite ma planche. Donc, c'est sûr que 6 mois après, je m'en vais, je sais pas, moi, dans les Laurentides, là, c'est moi qui contamine le cours d'eau. Mais attends un peu, je suis néophyte, moi, là-dedans. Là. Oui. Toi, tu te promènes avec un paddleboard de lac en lac, mettons. Oui. C'est toi qui amènes la cochonnerie de l'autre bord. Faut que tu le laves à chaque fois. Parce que chaque lac a ses petites particules puis ses organismes. Donc, quand tu as un bateau, un paddle, peu importe l'embarcation, habituellement, quand tu quittes le cours d'eau, tu es supposé nettoyer ton installation pour justement pas contaminer d'une place à l'autre. Puis, tu sais, si tu as des espèces qui envahissent un cours d'eau, tu veux pas les amener dans l'autre lac qui est en santé, par exemple. Et de ne pas donner accès à certains lacs, est-ce que ça serait une façon de les préserver? Peut-être. Peut-être. Hey, puis à part ça, qui donne accès? Tu payes qui pour avoir accès? C'est qui s'en met plein les poches pour une ressource si naturelle que ça? Ça m'épate. Moi, je pense qu'on a la réponse, puis on va l'avoir de la bouche de notre expert, parce qu'effectivement, il y en a qui s'en mettent plein les poches. André Bélanger est DG de Fondation Rivière. Vous avez entendu, Sébastien, bienvenue à l'émission. Qui s'en met plein les poches? J'ai pas trop compris, on parle de qui, là? OK, c'est parce que pendant votre absence, on est en train de discuter justement du fait que 98% des lacs québécois ne sont pas accessibles. Oui. Donc, c'est difficile non seulement d'avoir accès à un cours d'eau, mais en plus, on a privatisé. Donc, ceux qui ont accès, souvent, c'est des gens qui ont les moyens. Oui. Puis quand on est capable d'avoir accès à un cours d'eau, ça coûte cher parce qu'il faut placer un bateau à l'eau. C'est un 300 $ par-ci. Avoir accès à un endroit, c'est un autre montant. Si on n'a pas de chalet. Si on n'a pas de chalet. Effectivement. Fait que ceux qui s'en mettent plein les poches, c'est les gens qui ont des chalets. Mais à ce moment-là, c'est aussi un choix de société qu'on s'est donné, de dire on va attribuer la valeur d'un lac à l'usage exclusif de ce lac. Et ça doit changer. Donc, on peut maintenir la valeur des propriétés des gens qui sont autour des lacs. S'il y a des accès publics régulièrement à beaucoup d'endroits, la valeur des chalets ne changera pas, là. Il n'y aura pas de baisse de valeur, en autant qu'il y ait une façon de s'assurer qu'il n'y ait pas d'abus
qu'il y ait des protections contre les plantes exotiques envahissantes et tout ça, là. Bon, mais par rapport à ces plantes-là, parce qu'on en parlait avec Seb, il n'y a pas toujours des stations parce qu'on sait qu'il faut faire le ménage de notre coque. Là, on sait qu'il faut laver notre kayak, mais parfois on sort d'un cours d'eau et il n'y a rien là, pour le nettoyer. Écoutez, moi, si j'étais propriétaire sur le bord d'un lac qui n'a pas de plantes exotiques envahissantes, je ferais tout pour financer une station de lavage obligatoire. Ça, c'est clair. Le gouvernement y va comme il fait souvent, là, à coup de petites mesurettes, mais il faut cibler tous les lacs qui ne sont pas contaminés. C'est beau de se protéger. Ouais, vous disiez tantôt sortir à Chambly, puis là, ouais. Bon, d'abord, il n'y a pas de plantes exotiques envahissantes dans les rivières, en tout cas beaucoup moins, parce que ça prend quand même des endroits où l'eau va être plus stagnante. Alors, c'est beaucoup plus dans les lacs. Mais effectivement, le problème, c'est pas de se protéger d'un lac contaminé, c'est d'éviter d'en contaminer d'autres. Mais là, les plantes envahissantes, comment on fait pour les distinguer? Parce que souvent, on va avoir, exemple dans le bassin, mais ça pourrait être ailleurs, on le voit, les algues, là, sur le bord du quai, t'as pas envie d'aller te promener là. Nager dans l'eau, c'est un peu dégueu parce que les plantes grandissent avec la chaleur puis avec l'été. Comment on fait pour savoir si c'est envahissant ou pas? Bien, la différence, c'est que si vous les arrachez, les envahissantes, elles vont revenir. Fait que d'abord, c'est envahissant dans le sens de ça lâche pas, ça colle, puis ça se reproduit de manière phénoménale. Bon, il y a des particularités. Là, c'est surtout la myriophylle AIP qui nous embête. C'est pas... Ça mange quoi en hiver, ça? Ça bouffe beaucoup d'oxygène, puis ça... Ça ressemble à quoi? On est-tu capable de le distinguer? Oui, ça ressemble à une grosse fougère qui est dans le fond de l'eau et qui va couvrir l'ensemble du bassin. Fait que le défi n'est pas tant environnemental dans ce cas-là, qui est un défi que quand vous avez ça, votre bateau, votre hélice, elle va rester prise là-dedans et c'est envahissant dans ce sens-là. Mais oui, c'est une plaie, là. On est d'accord avec ça, là. Bon, une plaie, mais de toute manière, on a juste accès à 2 %. Ça me semble que ça n'a pas d'allure parce que tout le monde nous dit, nous autres, on va aux États-Unis, on va en Ontario, on va au Nouveau-Brunswick parce qu'au Québec, on n'est pas accueillant. Effectivement. Mais moi, je pense que les Québécois sont accueillants. Il y a d'abord, faut comprendre que si on règle différents éléments. Premier, il y a un enjeu de responsabilité civile. On a un code civil qui a pas été pensé pour les gens qui donneraient accès gratuitement à des gens qui viendraient faire du paddle ou de la marche. Bon, en Ontario, vous avez une exception qui fait en sorte que si vous donnez accès gratuitement à quelqu'un et qu'il se blesse, il ne peut pas vous poursuivre. Ici, au Québec, il peut vous poursuivre. Il peut vous poursuivre en Ontario, mais il ne gagnera pas. Il peut vous poursuivre ici, auquel cas, le juge va être clément, il va lui accorder moins d'argent parce que vous avez été gentil, ce qui n'a aucun sens. Donc ça, il faut corriger ça, c'est urgent. Parce que moi, je crois à la générosité des propriétaires riverains, en autant qu'il y a des bonnes règles, qu'il y a des façons de gérer ça de manière intelligente. Mais ça pourrait pas être comme quand on fait du parachute, là. On signe une clause que s'il arrive quelque chose, c'est notre responsabilité, on s'engage dans un truc dangereux. Il pourrait pas y avoir ça. Je signe quelque chose pour dire, hey, s'il m'arrive quelque chose avec mon embarcation, c'est moi le responsable. Malheureusement, non. Parce que oui, tu peux faire signer autant de clauses que tu veux. Il reste encore un problème de définition dans le Code civil qui attribue le fait que tu es gardien du terrain sur lequel quelqu'un passe. À partir du moment où quelqu'un passe sur ton terrain qui se blesse, ton rôle de gardien, il est maintenu, à moins qu'il y ait une exception qui soit promulguée dans notre Code civil, ce qui est quelque chose qui pourrait être fait relativement facilement, là. Partout ailleurs dans le monde, c'est comme ça qu'on a commencé à régler le problème, en se disant, on va donner des accès volontaires le plus possible. Et une fois que les accès volontaires sont attribués, bien là, on voit à quels endroits il faut peut-être sévir ou avoir des mesures plus contraignantes. Mais pourquoi on ne le change pas? Bien, la question, c'est pourquoi? Parce qu'il y a personne qui le demandait réellement. Mais là, il y a des gens. On est une alliance, là. On est une quinzaine d'organisations regroupées pour faire cette première demande-là. L'autre élément, c'est que ça, c'est la partie facile. La partie difficile, c'est comment on gère les plantes exotiques envahissantes. Comment on protège contre le bruit, contre les nuisances, contre les colons là, qui décident de s'installer devant chez vous puis de faire du bruit, faire le party. Il faut des mécanismes pour ça. Fait que ça, nous, on pense que c'est un débat public, un sommet qui va nous permettre de dire, bien, c'est quoi la cible qu'on se donne? On est à 2 %. Les Laurentides, c'est 1 % hein? Mais 1 %. Fait 1 % dans les Laurentides puis 1 % pour le reste de la province. Bien, c'est-à-dire que ça dépend des régions. Montréal, c'est pas mal. En fait, c'est 25 % à Montréal parce qu'on a beaucoup d'accès. C'est dès que vous essayez d'avoir un accès proche du bois. Dans la nature, là c'est barré, c'est bloqué. Tout a été ou presque privatisé et c'est là qu'il y a le défi, là. Donc, à 60 km de Montréal, oubliez ça. Il n'y a plus rien. 60-90 km, c'est
c'est là où les troisième, quatrième, cinquième couronnes se sont installées. Là. Mais la CAQ nous avait promis un accès à l'eau. On nous avait promis d'améliorer. Puis pourtant, sur la messagerie, il y en a qui nous disent, ben non, moi, je suis dans c'est l'Anaudière, je pense, depuis 26 ans. Puis en 26 ans, on voit des restrictions, puis des restrictions, puis des restrictions, puis des restrictions. Ouais. Ben oui, mais là, ils avaient promis beaucoup de choses, la CAQ. Donc, ils ont mis en place quand même une première étape qui est dans les lois sur l'aménagement et l'urbanisme, qui oblige les MRC à identifier les plans d'eau d'intérêt pour la baignade, les activités récréotouristiques. Le problème, c'est qu'ils ne sont jamais allés plus loin que de dire on va vous demander de l'identifier. Là, ils n'ont pas pris les mesures nécessaires, puis c'est le temps. Là. Je pense que le prochain gouvernement devrait être bon faire ça. Ben, il y a des élections, là. Ben, c'est le temps. C'est le temps de faire notre demande. Jonathan est au téléphone au 187 Cube Radio. Jonathan, vous avez de la difficulté à avoir accès à un cours d'eau? Oui, écoutez, c'est impossible d'avoir accès à l'eau sans avoir à dépenser des 300 à 500 $. Ça va varier de lac en lac. Puis, tu sais, on n'a pas beaucoup de données, là, à part mettre des stations de lavage, des barrières, puis des permis à 300 $. Puis ça, c'est même si beaucoup de non-résidents n'ont pas accès. Puis il y a plusieurs municipalités à cette heure qui empêchent l'accès aux non-résidents. Moi, j'ai vraiment plus l'impression que c'est pour empêcher les gens d'avoir accès au lac, pour que les gens qui ont des chalets là, puissent relaxer, que vraiment protéger de l'espèce envahissante. Et dans un deuxième point, l'espèce envahissante, une fois que je suis hors de l'eau et que j'ai sorti mon bateau, combien de temps ça vit, ça, sur une coque? Ça vit ad vitam aeternam? Ça vit longtemps, oui. Ça prend un tout petit brin de myriophylle IP qui est collé, mettons, sur votre planche à pagaie, là, pour qu'elle se reproduise dans le lac suivant. Fait que malheureusement, j'aurais aimé ça de vous dire que ça dure pas longtemps, mais c'est pas tuable, ces bestioles-là. Pourquoi c'est juste au Québec qu'on a le problème? Ah non, c'est pas juste au Québec, hein. C'est plantes exotiques envahissantes, c'est nord-américain, là. Tu sais, puis donc, c'est pas... Mais pourtant, en Ontario et au Nouveau-Brunswick, on nous donne quand même accès au cours d'eau. Oui, je connais pas la situation de ces plantes exotiques envahissantes là-bas, mais oui, on donne accès au cours d'eau. Ici, on le donne pas, mais les plantes exotiques envahissantes, le monsieur ici a raison, là, c'est un prétexte. Oui. C'est pas pour ça qu'on met des tarifs, c'est parce qu'on ne sait pas comment gérer le trafic, puis on ne sait pas comment partager ça. Jonathan, 300-500 $ pour aller sur l'eau, est-ce que ça décourage vos plans? Est-ce que vous allez ailleurs dans ce temps-là? Oui, je passe mes vacances soit aux États-Unis ou en Ontario. Moi, je ne mets plus une scène, malheureusement, au Québec. Là, je vais faire mon épicerie, les restaurants. Tout se fait, malheureusement, en Ontario. Puis même, j'ai une question pour votre expert. Oui. Les oiseaux dans ça. Je veux dire, on ne lave pas plus les oiseaux, les hydravions. Les oiseaux. J'ai l'impression que si je détenais une grue, je pourrais lever mon bateau, le mettre sur le lac, ça serait légal. Mais si j'ai pas de grue, il faut que je passe par une descente qui est extrêmement onéreuse. Vous avez parfaitement raison. Les hydravions peuvent transmettre des plantes envahissantes d'un lac à l'autre. C'est vrai, les oiseaux, ça se colle sur une patte d'un canard? Ben ouais, sauf que là, on va quand même se donner une petite chance. Là. À ce que je sache, il n'y a pas eu de situation documentée de contamination par les plantes exotiques liées aux oiseaux. Mais c'est possible qu'il y en ait. Mais donc là, on est dans l'improbabilité improbable, mais ça peut arriver. Mais Jonathan, moi, je reste quand même accroché sur le fait que vous allez aux États ou vous allez en Ontario, mais là-bas, ça vous coûte pas mal moins cher de profiter des plans d'eau. Ben oui. En Ontario, ça peut me coûter, par exemple, de 5 à, par exemple, dans les Thousand Islands, 20 $ minute à l'eau. J'ai pas de trouble à ce qu'il y ait un tarif pour qu'on paie. Tu sais, je veux dire, je suis un utilisateur des lacs. On veut les protéger. J'ai pas de problème avec ça. Mais j'ai l'impression qu'au Québec, c'est une taxe plus que de protéger les lacs. Oui. Moi, j'aimerais ça dire à Jonathan que moi, j'ai de l'espoir. OK? C'est-à-dire que j'ai de l'espoir au sens où, vous l'avez nommé tantôt, les gens qui restent dans les Laurentides, là, la majorité des gens qui votent pour les conseillers municipaux dans les Laurentides ne sont pas riverains de lacs. Et donc, on a des élus qui veulent que ça change. On a la mairesse de Sainte-Anne-des-Lacs, qui est maintenant préfète de la MRC des Pays d'en haut, qui a signé une résolution en faveur de l'accès. Donc, il y a vraiment un mouvement qui consiste à dire, ben là, il faut changer ça. Ça fait 60 ans qu'on est négligent. Donnons-nous un peu de lousse là, pour régler le problème. Il faut d'abord arrêter l'hémorragie, donc faire en sorte qu'il n'y en ait plus d'accès public qui soit fermé. Et je ne tomberai pas trop vite sur la tomate des villes qui mettent des restrictions, parce que c'est pas toujours... quand tu es tout seul à offrir un accès puis tout le monde vient sur l'accès, ça devient un problème. Fait qu'il va falloir à un moment donné mutualiser ça. Puis moi, je pense que les élus des Laurentides devraient se mettre ensemble puis s'attaquer au problème puis proposer une solution régionale. Ça ferait bouger le gouvernement. Est-ce qu'il y a une carte
provincial, par exemple. Mettons, là, vous me dites, regarde, Jonathan, tu vas payer 200 $ et tu as accès à tous les lacs au Québec ou à toutes les descentes pour être une solution Comme une envisageable. carte de la MAPAC pour un randonneur, par exemple. Pas bête, ça? Ben oui. Pour ça, il faudrait commencer à avoir des accès. Mais oui, je suis d'accord, absolument. MAPAC, c'est PAC. Absolument, absolument. Je vous remercie beaucoup. Merci, Jonathan, d'avoir appelé. Merci. Puis je regarde François qui dit la même chose par rapport à ce qu'on mentionne là, sur le bord des lacs. Il dit, les bords de lacs des terrains cadastrés, là, ils ont des actes de propriété notariés. Pensez-vous vraiment que les propriétaires qui ont peint de l'argent au lac Memphremagog, par exemple, vont accepter d'ouvrir leur terrain au public? Pas facilement. Donc, ici, il faut voir qu'est-ce qui s'est fait ailleurs, comment ça s'est fait, s'il y a une démarche à voir. Okay? La première, c'est que ailleurs, on a commencé par des mesures volontaires. Fait qu'on a commencé par dire, ben oui, il faut laisser ouvrir des accès et à certains types d'activités. Donc, ici, je vais distinguer ce qui est la pêche, parce que la pêche, ça exige plus d'infrastructures. Ça vous prend quand même un quai, une mise à l'eau et tout ça. Des autres types d'activités, planche à pagaie, où tu traînes ça sur ton dos puis tu marches sur un petit sentier. Après ça, il va se poser la question de comment on fait pour décoincer ça lorsque c'est coincé. Bon, on peut voir ce que d'autres ont fait. En Nouvelle-Zélande, ils ont établi, mais ça a pris des années, là, ils ont établi une loi qui fait en sorte que si vous avez un grand terrain sur le bord d'un lac, on parlait de Memphremagog, et que vous avez une obligation de laisser passer les gens lorsque c'est à une distance minimale de 200 mètres de la maison, par exemple. Bon, est-ce que c'est la situation qui s'appliquerait au Québec ici? Je ne le sais pas, mais moi, je ne veux pas partir en guerre contre les propriétaires riverains parce que on va... En même temps, je les comprends parce que si tu as payé tellement cher pour être sur le bord de l'eau, tu payes des millions, là, puis tu veux avoir ton espèce de terrain privé. Je peux comprendre aussi eux autres qui se disent au prix que j'ai payé, ça ne me tente pas d'avoir 2-3 fouines qui viennent me voir le matin. On est d'accord. On est d'accord, mais ça, c'est des façons de gérer le partage du plan d'eau. Fait que, tu sais, si vous êtes chez vous puis que vous avez des gens qui passent en planche à pagaie puis qui ne viennent pas accoster en face de chez vous, je ne sais pas jusqu'à quel point ça change d'avoir le voisin qui se promène en planche à pagaie. Là. Vous ne savez pas s'il vient d'à côté ou s'il vient d'ailleurs. Là, ce qui les inquiète, c'est qu'il va y avoir beaucoup de monde. Est-ce que les gens vont accoster? Est-ce qu'ils vont faire du bruit et tout ça? Ça se gère. Ça s'est géré ailleurs. Pourquoi ça ne se ferait pas ici? Là? Mais on est-tu si colons que ça? Parce que, tu sais, on parlait du bruit tantôt puis on parlait des gens qui font le party. Est-ce qu'on est si colons que ça ou c'est une minorité? Tu sais, nous, on demande qu'il y ait un règlement provincial, une politique nationale. Pourquoi? Pour que les règles soient connues et comprises de la même façon par tout le monde. Fait qu'en partant, là, actuellement, c'est chaque municipalité applique ce qu'elle peut, elle dit comme elle veut, puis là, d'après ça, son contentieux va dire une chose, l'autre contentieux va dire d'autres choses. Cette politique nationale, elle permettrait de dire, bien, c'est comme le code de la route, tu as 2-3 % de contrevenants, 1 %. Le reste des gens vont suivre les règles parce que les règles, ça elles font du sens puis qu'elles font consensus, on va les suivre. Donc, il va toujours rester les 2-3 % qui sont problématiques, mais là, il y a des lois, des règlements. Tu appelles la police vient, il y en a. On le voit, par exemple, aux îles de Boucherville. Des fois, il y en a qui écoutent leur musique forte, mais il y a des patrouilles là, qui passent dans le coin puis qui avertissent s'il y a quoi que ce soit, s'il y a un enjeu. Oui. Là. Mais, tu sais, c'est plus facile si tout le monde sait que la règle, c'est de ne pas faire de bruit puis de ne pas empiéter sur le terrain privé, puis que cette règle-là est claire pour tout le monde. Fait que quand le propriétaire appelle la police, tu t'en vas pas contester le fait qu'il devrait appeler la police, tu vas prendre acte de ça, tu vas avoir une amende, puis bon, évidemment, après ça, on espère que tu ne recommenceras pas. Là. Et en fait, la police va devenir les autres utilisateurs qui vont dire « Hey, toi, le colon, là, enlève-toi de là, là. » Parce que là, on ne veut pas perdre cet accès-là, on ne veut pas être en chicane avec personne, là, quand même. Puis on s'en va profiter d'un plan d'eau. Là. On voit comment on a cochonné Montréal. On ne veut pas cochonner la nature non plus. Non, c'est vrai. Mais les gens qui aiment les lacs, qui aiment la nature, ils sont habituellement précautionneux. Il y en a toujours des délinquants, mais ceux-là, ça se gère. Vous dites que vous êtes un éternel optimiste. On est aujourd'hui là, en 2026. C'était 2026. 98 % des lacs ne sont pas accessibles au Québec. C'est un scandale. L'année prochaine, quand on va se reparler, est-ce que la statistique va rester la même? Je pense que ça va prendre une génération là, pour changer tout ça. Fait que là, c'est plusieurs années. Fait que moi, j'espère que d'ici les 4 prochaines années du prochain mandat, on va avoir réduit ça de moitié. C'est-à-dire qu'on va être passé de 2 à 4 % d'accès public. Moi, ça serait ça la cible qu'on devrait se donner pour doubler le nombre d'accès publics et mieux les répartir sur le territoire. Puis si on atteint ça, je vais être vraiment content. Après ça, 4 % tu peux doubler à 8. Puis là, ça commence à faire des chiffres. Mais déjà, doubler, c'est beaucoup, là. On parle de... Il y a 40 % des lacs qui sont 100 % enclavés. Fait qu'on peut-tu commencer par les désenclaver?
Bon. OK. Dans la catégorie piste de solutions potentielles, pour Oui. l'éternel optimiste que je Oui, suis, parce que moi, je suis à bout, là. il y a 6 000 barrages qui viennent en fin de vie au Québec. 6 000 digues et barrages dans les Laurentides. Il y a un paquet de lacs dans les Laurentides qui ne sont pas des lacs naturels. Ce sont des lacs qui ont été formés au moment de la flottaison du bois, puis aujourd'hui, ça devient des lacs privés. Bien, qui va payer pour la rénovation de ces barrages-là? Ça coûte 1 million changer un barrage. À un moment donné, si les propriétaires disent « appelle l'État à l'aide », bien, l'État pourrait dire « parfait, ça vient en échange d'un accès public ». Donc, si on finance, ouvrez un accès public, sinon, débrouillez-vous. Puis ça, c'est une mécanique qui pourrait très bien donner des résultats. Mais les avez-vous convaincus? Parce que là, peut-être qu'ils ne mettront pas dans leurs négociations, eux autres. Là. C'est sûr qu'ils ne partent pas de cette posture-là. Il va falloir que vous fassiez, que vous puissiez faire beaucoup de sensibilisation pour que ça fonctionne. Ah oui. Bon, on va essayer de garder votre optimisme parce que moi, j'ai pas votre patience. Donc, on espère que l'année prochaine, on va se reparler puis ce sera mieux. André Bélanger, DG de Fondation Rivière, bonne chance. Merci.